Bonjour tout le monde, c'est le troisième épisode de Podcast MFNE. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Kerem Echeval et notre sujet principal, c'est le journalisme. Donc, M. Kerem Echeval, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, c'est Kerem Yalçınar. Je suis aussi un diplômé de lycée Saint-Joseph, fini le lycée en 2011. Je travaille comme journaliste indépendant depuis 7-8 ans. Bonjour, je m'appelle Cheval et maintenant j'étudie au lycée Saint-Joseph. Et je serai la présidente du Conseil des droits de l'homme dans le cadre de MFNU 2023. Bienvenue. M. Kerem, que représente pour vous le journalisme? Alors là, journalisme, pour moi, c'était un métier d'écriture parce que là, à mon époque, c'était plutôt, même s'il y avait la télé et la radio, ça m'intéressait plus les journaux. Je lisais beaucoup les journaux depuis que je suis petit. Donc, le journalisme, c'est pour moi, d'après toutes mes expériences et tous mes vécus, je peux dire que c'est un métier qui vous exige d'être dans le bon endroit au bon moment pour pouvoir transmettre les messages, les faits de toute objectivité. Alors que l'objectivité, c'est une autre question aussi. Et on peut dire que c'est quatrième pouvoir dans les démocraties modernes, disons. Donc, la question suivante, c'est pour vous. De nos jours, quel est le rôle des médias dans la diplomatie et quels sont les défis éthiques auxquels les médias sont confrontés lorsqu'ils couvrent des sujets politiques sensibles? Alors, si vous allez dans les parlements nationaux ou bien dans les cours des organisations internationales, vous croiserez souvent des journalistes aussi, à part des diplomates. Donc, ces journalistes-là, des fois, ils sont intégrés. Voilà, ce sont des journalistes spéciaux qui sont là pour suivre les débats. Tous ces débats qui sont là pour décider au nom du peuple, au nom des nations, au nom des populations. Donc, le journaliste, dans ces cas-là, ils doivent transmettre de ce qui se passe, à part tout ce qui est publié à la télé, parce que là, vous savez, tous les débats parlementaires ou bien des débats des organisations internationales, ONU, etc., doivent être publics. Mais en fait, les journalistes témoignent des ragots, des coulisses. En fait, c'est ça qui est important, le rôle du journaliste. Parce que là, à part, c'est vous mettez la caméra, vous mettez le micro, vous enregistrez tout. Le job de journalisme, c'est un peu ça. C'est un peu lire entre les lignes et transmettre les messages qui n'ont pas été publiquement publiés au peuple. Merci. Donc, Cheval, quelles sont les protections légales en place pour les journalistes afin de garantir la liberté de la presse? Ces règles sont-elles appliquées? Et existe-t-il des sanctions en cas de non-respect de ces règles? Il existe plusieurs mesures qu'on prend contre la propagation des fausses nouvelles et le viol de la liberté de l'expression, à la fois dans la loi internationale et à la fois la nationale. Par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté à l'expression est garantie à toute personne. C'est un droit inaliénable. C'est donc un droit fondamental qu'on peut exercer partout. À la fois dans le pacte international relatif aux droits civils, c'est à la fois garanti. Et puis, dans, par exemple, la Constitution américaine, c'est garanti à la fois depuis très longtemps. Donc, on a plusieurs fondements légaux. Je peux dire que ce ne sont pas très stricts parce qu'il y a toujours des expressions assez vagues dans les lois, dans les articles. C'est pour cela qu'ils ne sont pas toujours appliqués. Et oui, il existe des sanctions et on anticipe qu'ils augmenteront dans le futur puisque la lutte contre le viol de la liberté d'expression continue. Par exemple, dans la loi française de 29 juillet 1881, c'est approximativement 45 000 €. La sanction contre les viols de la liberté d'expression et la propagation des fausses nouvelles. Donc oui, il existe déjà des sanctions. Merci. Donc, comment les journalistes, en fait, peuvent-ils accéder à l'information publique tout en respectant les lois sur la transparence et la protection de la vie privée? C'est simplement par la formation. Il existe déjà des formations pour les journalistes. Et l'éthique des journalistes, c'est assez important que liberté à accéder des informations, à publier librement ces informations. Donc, les formations sont assez importantes concernant ce sujet. Et avec la coopération internationale, il y a déjà des règles strictes pour les journalistes. C'est comme ça qu'ils ont cette liberté. Merci. Monsieur Kerem, les agences de médias mondiales attirent un très large public.
et peuvent gérer la perception de ce public. Donc, quelle devrait être la responsabilité de s'adresser à un public aussi large? C'est une très bonne question. À vrai dire, ce qui est en réalité et ce qui est idéal sont vraiment dans les pôles extrêmes. Parce que là, aujourd'hui, on voit par exemple dans les incidents, dans les guerres, on voit un positionnement des médias à partir de leurs financeurs, convictions politiques, même religieuses, on peut dire, ou bien leur attachement communautaire. L'objectivité, c'est un mythe. Je me souviens, un prof du journalisme nous avait expliqué, là où il y a le mouton et le loup, le journaliste doit être à côté de le mouton. Moi, je ne suis pas 100% d'accord sur ça. Mais il faut faire le journalisme éthique. Mais éthique du journalisme, c'est quoi? Franchement, je n'ai pas vraiment une réponse à le dire, mais pour moi, c'est d'être indépendant. C'est pour ça que j'essaye d'être indépendant, mais je sais que la plupart des médias dans le monde actuel ne sont pas indépendants. La plupart des médias indépendants, ils n'ont pas tous les moyens que les médias, les grands médias qui sont financés. Donc, c'est un grand paradoxe. Merci. Donc, Cheval, récemment, les journalistes se sont tournés vers la communication sur les réseaux sociaux, à la fois pour éviter les restrictions imposées aux médias traditionnels et pour attirer un public plus large. Leur approche professionnelle et critique est très précieuse sur des plateformes. Donc, il y a de plus fake news, des fausses nouvelles. Donc, quel serait peu à peu le reflet de cette situation sur la société et comment pouvons-nous empêcher la propagation des fausses nouvelles? Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit déjà. La propagation de fake news, c'est pas seulement créer des fausses idées dans la tête du public. Cela est devenu à la fois une stratégie dans le monde politique. Et c'est, comme j'avais dit déjà, c'est illégitime. Il existe déjà des sanctions dans les lois nationales. Donc, il y a vraiment des impacts critiques et grands sur la société et les idées et la manipulation. Donc, c'est totalement illégitime. Mais c'est vrai que le monde devient de plus en plus digitalisé. Donc, les réseaux sociaux sont des plateformes où les gens peuvent accéder à des informations et faire des commentaires. Donc, le public peut accéder à des informations et à la fois exercer leur droit de liberté à l'expression. Donc, ce sont des plateformes assez précieuses, mais assez dangereuses de cet aspect. On ne peut pas tout à fait empêcher la propagation de fausses nouvelles directement d'un instant. Pourtant, il nous faut l'initiative gouvernementale pour évoluer et développer le système de vérification des nouvelles. Et à la fois, les éthiques journalistiques sont assez importantes à cet égard. Donc, c'est un peu dans les mains du monde numérique de plateformes de vérification peut être développées pour mieux évaluer les informations partagées avec le public. Merci. Donc, Monsieur Kerem, si l'on examine les exemples de cette année, le droit à la vie des correspondants de guerre et des équipes de presse travaillent dans les guerres à travers le monde. Est-il protégé conformément à la loi? Encore une très bonne question. En fait, c'est une question d'actualité. Ce qui se passe à Gaza, moi, personnellement, je suis mes collègues avec qui j'ai déjà travaillé. Avec peur, avec grande peur en fait. Chaque matin, je me réveille et j'essaie de voir les nouvelles que mes ex-collègues, les gens avec qui j'ai travaillé. Et là, chaque matin, je me suis dit, heureusement qu'ils sont toujours en vie. Bon, il y a les nombres, mais en fait, les statistiques sont jamais fiables parce qu'il faut regarder aussi quelles sources publient ces statistiques. Maintenant, il y a des nombres des morts, des correspondants, des journalistes dans les zones de guerre. En fait, je suis pas vraiment très sûr si ces nombres sont exacts. Si on revient dans la question précédente, la question de fake news, il se passe beaucoup de choses au nom de propagande concernant les fake news. Tous les côtés, ils essaient de faire la propagande en publiant des fake news. Donc, je ne suis pas vraiment sûr, mais heureusement, je n'ai pas encore eu un collègue qui est mort sur place. Vraiment, c'est très cruel. Il y a des tentatives, il y a des attaques contre les facilités sanitaires ou bien là où se trouvent les civils, les camps, etc. Ou bien vice-versa, dans les fêtes, rave parties. La sécurité de vie des journalistes, c'est aussi important parce que les journalistes aussi sont des civils. Ils ne sont pas des agents gouvernementaux, ils ne sont pas des militaires, ils ne sont pas impliqués dans les guerres. Ils sont aussi considérés comme des civils. Voilà, donc je peux être victime d'une attaque en tant qu'un civil journaliste. Au moment de travail, être mort, vous savez, on ne peut pas le considérer comme un accident de travail. Mort d'un journaliste correspondant, ce n'est pas différent que la mort d'un civil. Mais quand même, en fait, c'est plus grave qu'un mort d'accident de travail. Merci beaucoup à vous deux. Et chers auditeurs, c'est la fin du 3e période. À la prochaine épisode. Merci beaucoup. Merci.
Ce podcast a été enregistré par le club de journalisme audiovisuel du lycée Saint-Joseph Istanbul.